Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de Jérémy aujourd'hui. Hello, hello. Salut Jérém, et il est très sympa parce il nous a fait un super accueil dans sa péniche. On est accueillis à domicile, donc merci beaucoup. Bah, écoute, trop hâte de démarrer et de voir, un peu quelles sont les questions de ce podcast. Ouais, bah, Parce que tu m'as vraiment laissé dans le flou, là. ouais, t'as pris bien là pas mal, ne t'inquiète pas. Tu m'as demandé, tu m'as dit: «Tu veux les questions ou pas?» Mais elles seront très bienveillantes. Alors déjà, je voulais te remercier Jérémy. Je vais pas attendre la fin du podcast parce qu'en fait, moi je suis un fidèle auditeur de ton podcast Ça fait un bail, et c'est un petit peu grâce à toi finalement que je lance le mien aujourd'hui. Tu avais dit dans un épisode que le meilleur moyen en fait de rencontrer plein de gens et de s'éclater, bah, c'était de créer un podcast. Donc je t'ai écouté, j'ai suivi ta formation cet été, ça m'a bien plu, et bah, ça y est, un projet concret se réalise, donc merci infiniment bah, pour toute cette motivation et puis pour l'aide apportée à mon projet. Et tu confirmes que c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens et tout? Bah oui, oui, ça s'est constate très rapidement, effectivement. C'est fou les gens que tu rencontres, et tout ce que tu apprends surtout, quoi. Avec une passivité, on se rend pas compte à quel point, aller, inviter des gens qui nous inspirent et cetera à venir sur notre podcast, même quand c'est le début, parce que toi, tu as invité des super personnes alors que tu as toujours pas lancé C'est ça. et en fait, les gens acceptent beaucoup plus facilement qu'on le croit, quoi. Donc Clairement, ouais. c'est chouette. Alors moi, j'avais commencé à demander en août, donc j'ai eu un peu d'inertie au début, j'ai eu un peu peur, je me dis: «J'ai pas trop de réponses», et finalement dès la rentrée, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Donc avec des personnes de l'écosystème qui sont hyper ouvertes, et qui se rendent hyper dispo, et puis comme tu dis, j'ai même pas encore lancé le podcast à l'heure où on tourne cet épisode, et j'ai même à l'inverse des gens qui me demandent sans avoir moi-même demandé, si je peux enregistrer un podcast avec eux, un épisode, donc c'est trop bien. Bah, écoute, moi je connais très bien ton histoire, je pense que les auditeurs la connaissent aussi. Tu l'as contée et racontée. Tu as bien réussi notamment dans l'immobilier avec des colocations. Derrière, tu as été aussi heu, formateur, puisque tu as lancé ton programme de formation, et Sur le podcast, pas sur les mots encore. sur le podcast, sur le passé d'un drapeau. Et puis tout récemment, avec l'acquisition de ton château, et finalement tous les projets qui vont graviter autour. Hem Je pourrais peut-être commencer, alors sans du coup refaire toute la présentation que tout le monde connaît, mais si toi tu devais te présenter de manière un peu plus originale en 3 périodes, enfin 3 étapes phares de ta carrière, lesquelles tu aurais envie de nous évoquer aujourd'hui? Si j'essaye d'être original, alors j'essaie de pas raconter la même chose que partout. Je pense que j'étais un enfant un peu hyperactif, j'avais besoin d'être très occupé et mes parents l'avaient vite compris. Du coup, ma mère tout particulièrement, que je remercie pour ça, elle m'a mis à faire plein d'activités. Je faisais, du théâtre, je faisais du basket, je faisais de la guitare, du solfège, de l'impro. J'avais un truc tous les soirs, en fait, et après quand je rentrais, de cette activité à 20h-21h, je me mettais à faire mes devoirs. J'étais quand même quelqu'un d'assez scolaire. Pas forcément une personne très, moi j'étais pas un étudiant, brillant, dans le sens où j'y arrivais facilement et tout. D'accord. J'étais plutôt bien classé, bien, je réussissais bien, mais j'avais besoin de taffer et du coup, j'avais eu des longues nuits. J'ai appris à faire des longues soirées, j'ai appris à faire des courtes nuits, depuis assez longtemps. Donc je dirais que ça, c'est ma première période, un peu originale à te présenter. Cool. Celle où j'avais vraiment besoin de tester plein de choses. Comme dans l'immobilier aujourd'hui où je teste en fait, des choses différentes plutôt que d'aller, sortir 2, 3, 4, 5, 10 colocations. J'ai préféré passer à un autre truc. Heu, Il faut que tu nourrisses une espèce de curiosité finalement ouais, intellectuelle et autres, pour pas t'ennuyer, quoi. exactement, et je pense que dans l'immobilier, si j'avais, voulu, construire un empire, le plus simple, ça aurait été de scaler sur le truc qui fonctionnait et de faire, 10 colocations. 10 colocations, ça aurait fait, 30 000 € par mois de revenus, 10 000 € de cash flow et puis on était tranquille. Mais c'était trop facile. C'était peut-être trop facile, mais moi, j'étais curieux de tester d'autres choses et en plus, j'ai trouvé une bonne raison de le faire. Ça me permettait de le documenter sur le podcast et d'en parler aux gens. Alors qu'à un moment, les colocations, ils en auraient eu un peu marre. Hem, la deuxième la 2e période un peu particulière peut-être, c'est dont je parle un peu moins souvent, c'est mes premiers jobs en tant que mais en stage de fin d'études, mon premier CDI, mes 2 premiers CDI. Ça a été des tafs où j'ai beaucoup voyagé. Et aller, justement, bah, découvrir des autres cultures, aller, vivre dans des endroits différents, même en termes d'habitat. C'est là que j'ai découvert la colocation, par exemple. On en revient à ça. J'ai vécu,
dans une colocation à 7 à Rio de Janeiro, à 15 à San Francisco, à 3 à Singapour, à 4 à Milan et à chaque fois je restais 3 mois et 3 mois à 6 mois et du coup, ça m'a permis de découvrir, différents endroits, différents modèles, de rencontrer beaucoup de monde et voilà, si j'avais un seul, conseil aujourd'hui à donner, ça serait à quelqu'un qui est jeune et qui est un peu en fin d'études et tout ou en cours d'études, c'est d'essayer de voyager le maximum, parce que j'ai appris énormément de choses, je pense. Cette curiosité, elle vient de là. Moi, je l'ai pas fait effectivement en étant jeune alors que j'en rêvais et c'est peut-être, quelque chose qui m'a manqué, que je rattraperai plus tard et c'est vrai que j'écoutais tes quelques interviews que tu as faites, pour préparer, la mienne et tu parlais beaucoup, du Brésil notamment et peut-être l'envie un jour d'investir là-bas, Clairement, ça reste mon pays de cœur. Alors je suis pas retourné depuis près de 10 ans, mais vraiment j'ai un attachement au Brésil. J'écoute de la musique brésilienne, je jouais de la guitare, je jouais des morceaux brésiliens quand j'étais déjà jeune. J'aime trop cette ambiance, c'est très humain. J'aime beaucoup faire la fête, j'aime beaucoup faire la fête et c'est de la fête très, tu vois, c'est pas la fête de la jet set, c'est on va dehors, on chante, on boit des caipirinhas et puis on est bien, quoi. Voilà pour la 2e période et écoute, la 3e période, c'est peut-être celle-ci aujourd'hui, où en fait, comme ça je te donne vraiment c'est la période actu, je l'ai raconté sur aucun autre, podcast. L'exclusivité, on est sur une période, ça fait 1 an et un peu plus d'1 an et demi qu'on a acheté le château. On est passé par, 1 an de galère pas possible pour monter le projet, trouver l'argent et cetera. Là, on vient de traverser 1 an et demi de travaux très difficiles, avec, beaucoup de dépassements en termes de délai, de budget. On a dû mettre beaucoup la main à la pâte. On a fait, mmh, je pense quasiment 10 semaines bénévoles avec plus de 20 personnes. Donc ça fait des milliers d'heures de bénévolat intégrés en plus, qui étaient pas dans le BP et qui nous permettent de faire aujourd'hui, de ce château, à côté du Mans, à 1h20 de Paris, une vraie petite pépite. Et là, du coup, on est dans ce switch où je crois on commence bien à exploiter. Tous les week-ends sont loués. On ressort d'un événement ce week-end, où on a vendu 200 plus de 200 places, qu'on était 230, pour une journée. Un grand banquet gaulois avec, des cochons à la broche, avec, des grandes tables, des chants, une fanfare et cetera et j'ai l'impression de vivre un peu une nouvelle phase là qui démarre, et on va tout documenter dans un documentaire qu'on filme depuis 2 ans. Je crois qu'il va sortir dans les prochains mois. On fera ça va passer, on va faire une grosse journée au cinéma, notamment donc voilà. Je extrait. je pousse à tous et toutes. Bravo, bravo. Bah, en tout cas, moi, j'ai réécouté, je suis, activement les épisodes Château Story. Dire que c'est une parenthèse, un format sur ton podcast, qui est top parce que, bah, on voit, tes avancées, mais aussi les galères, hein. Tu parlais de retard, il y a un épisode, tu dis: «Octobre», puis l'autre, tu dis: «Novembre», puis l'autre enfin, on voit les difficultés, on voit que c'est hyper aussi, c'est un éventail hyper large, hein. Tu vas, d'établissements recevant du public avec des trucs hyper, techniques à, d'événementiel, enfin, le projet doit être, hyper, intéressant intellectuellement, mais quelle autre galère, qui vont avec, quoi. Ça marche. Donc du coup, on a bien résumé immobilier, heu, podcast, château, grosso modo. Moi, j'ai une petite question, si, aujourd'hui en 2025, tu devais tout recommencer à zéro, par lequel des 3 tu commencerais finalement? Hem, je démarrerai par la partie, podcast, médias, Ouais. plus largement, parce que je crois que c'est le truc, qui grandit le plus vite, qui crée l'exponentielle la plus forte et qui a un impact sur tous les autres. Alors, je pense que je démarrerai l'immobilier aussi assez rapidement, hein, je ne traînerai pas. Mais disons qu'à 15 ans, tu peux pas vraiment faire d'immobilier. Mais tu peux déjà faire des vidéos sur YouTube et en fait, le levier que tu crées avec le média, il est incroyable. Il y a à la fois déjà un kiff de pouvoir partager. Moi, je l'ai fait au début, le podcast, parce que on me posait beaucoup de questions sur l'immobilier, parce que j'étais un peu le premier de mon groupe de potes à gagner de l'argent avec de l'immobilier et à un moment, je me suis dit: «Bon, déjà moi, j'ai des sujets sur lesquels j'ai envie de monter en compétences et eux, ils me posent beaucoup de questions. Comme ça, moi, je vais faire des épisodes dessus, je leur enverrai, ça me fera gagner du temps» et du coup, ça m'a permis de me former. Donc ouais, je démarrerai par ça. Je démarrerai par les réseaux et par le média. Dès que je peux,
dès que j'aurais pu, j'aurais investi en immobilier. Le plus simple, c'est le premier CDI, même si c'est pas une Ouais, ouais. même si c'est pas une obligation et on arrive à s'en sortir sans. Moi, mes projets, j'ai jamais signé un bien en CDI, j'ai toujours été, au chômage, ou en tant qu'entrepreneur. Premier au chômage, deuxième en tant qu'empre Mais la mère, tu as l'air un peu grugé dans le 1er, il semble, lui, bon, tu le dernier soir, c'était Tandax. Mais ouais, OK. Parce que si on va dire. Ouais, je comprends, ouais, les questions, puis maintenant tu dois rouler un peu sur les questions autour des châteaux, de demander si exactement. forcément quoi, ça intéresse, c'est humain finalement. Et le château, ça peut se faire à tout moment, mais ça demande d'être un projet collectif. Mmh. Ça peut très bien se faire dans un projet familial ou en couple. Ça peut se faire avec un grand groupe d'amis. Moi, ça s'est fait avec les auditeurs, du podcast qui ont participé, qui ont crowdfundé, ce château. Ouais. Mais tout seul, tu portes pas un projet, aussi gros. Carrément. Bah, ça tombe bien justement, moi mon interview va tourner un peu autour de ces 3 sujets. Si tu veux bien, si j'ai quelques questions pour actualiser en 2025 sur, l'IMO et bénéficier de ton expertise un peu immobilière et après effectivement une grosse thématique autour du château, ça me suscite quelques questions. Hem, donc si on repart sur l'immobilier, en fait en 2025, j'ai l'impression quand même que c'est de plus en plus, difficile, d'y faire du cash flow. Est-ce que toi tu crois que c'est encore possible aujourd'hui de se lancer, de faire du cash flow et si oui, sous quelles conditions finalement? Alors la réponse est oui, je pense qu'on peut toujours faire du cash flow et je crois que voilà, si on ça demandait un effort d'épargne nécessaire à l'immobilier, je pense que j'aurais arrêté d'en faire. Maintenant, faut être un peu plus malin, faut être un peu plus investi qu'en 2020 ou en 2021. On a vécu des périodes, quand moi j'ai commencé en 2019 et d'autres bien avant moi, il était possible de faire, des super ZOP, cash flow positif, en mettant quasiment pas les mains à la pâte, en travaillant pas trop son concept et aujourd'hui c'est compliqué. Sur un coup de chance, tu pouvais gagner de l'argent en immobilier. Je pense qu'aujourd'hui, ça demande d'être plus formé, ça demande d'être d'avoir un concept qui est plus précis. Et le sujet dans toutes les formes d'entrepreneuriat qui est le plus important, je trouve que c'est vraiment le positionnement, l'offre. Et aujourd'hui, avoir une belle offre bien construite, ça peut te permettre de faire du cash flow. Ça peut être parce que tu proposes un type d'exploitation qui est particulier. Mmh. Donc là, il y a tout ce que bah, l'immobilier atypique, par exemple. Mes amis, les frères Ducreux, Mon Plan Immo, ils ont une formation là-dessus. Et forment des centaines de personnes par mois à lancer des projets comme ça. Et leur promesse aujourd'hui, c'est un projet à moins de 100 000 euros pour générer 1 200 € de cash flow. Donc la promesse, elle est forte. Je dis pas que tout le monde y arrive, mais tous ceux qui font, les choses correctement, qui trouvent un concept qualitatif, innovant, et qui mettent, un peu de sueur aussi, dans ce projet, ils y arrivent. Donc ça, c'est la preuve que ça peut fonctionner. Pour combien de temps? Je sais pas, hein, peut-être que j'imagine qu'il y a des thématiques qui sont plus long terme que d'autres, qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et après, même sur de l'immobilier, plus, classique, là, pour le coup, j'avais pas de formation, mais je travaille avec les formateurs que je considère comme étant les meilleurs. Il y a les investisseurs sereins, donc Dorine et Cyril, Yes. qui Super podcast aussi. qui ont un podcast génial et qui, eux, ont gagné leur indépendance avec, les immeubles et aujourd'hui, ils sont en train de racheter un immeuble et ils font aussi du cash flow sur cet immeuble. Heu, donc pourquoi ils arrivent? Parce qu'ils sont bien entourés, parce qu'ils ont ils ont le bon sourcing avec les bons agents, ils ont les bonnes personnes pour faire les travaux et cetera et du coup, ça limite les risques, ça limite les coûts. Ils ont fait un truc malin, ils se sont associés sur cet immeuble avec leur maître d'œuvre, qui fait les travaux. Pas bête et comme ça, ils s'évitent pas mal de galères et de dépassements de budget travaux et cetera. Donc voilà, c'est plus aussi simple, mais c'est toujours, faisable et je pense que c'est toujours le meilleur investissement comparé à tous les autres. Parce que tu fais pas de levier sur la plupart des autres investissements, en achetant des montres, en achetant des actions en bourse. Bah, voilà, quand si tu as 10 000 € à investir, tu mets 10 000. En immobilier, si tu as 10 000 € à investir, tu peux mettre 100 000 € au travail, quoi. OK, non mais je suis enfin ça confirme un petit peu ce que je pensais, mais c'est vrai que les temps sont plus durs, hein, tu vois les taux d'intérêt qui ont augmenté donc les banques sont plus dures à convaincre, il y a des choses qui marchaient avant comme les différés ou les calculs différentiels, tu pouvais jouer. Bon là, tu vois que c'est plus compliqué. Ouais, tu fais du 6 mois, 1 an max. C'est ça et encore, faut bien justifier les travaux. Bon, c'est dur,
Mais je pense que tu as raison, c'est pas le fruit, du hasard peut-être comme avant, ça demande peut-être plus de réflexion en arrière et de se professionnaliser. Mais sur des choses, de niche, on va dire, je pense que c'est encore faisable, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, l'immobilier, sur des immeubles, en longue durée comme les font les investisseurs sur honnêtement, c'est même pas niche, tu vois? C'est juste que c'est fait, bien, professionnel et intelligemment. Et c'est pas 1 000 € de cash flow avec 100 000 € d'invest, mais c'est possible et ça sécurise et c'est quand même des taux de rendement qui sont à 2 chiffres, donc voilà, ça a du sens. 2 chiffres, oui, c'est sympa. Oh. OK et du coup, à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des conseils, plutôt bullshit en 2025 ou auxquels tu ne crois plus, enfin, en tout cas qui sont plus d'actualité selon toi? Il y a des choses un peu nouvelles, je trouve, qui sortent quand j'entends, que tout le monde peut devenir marchand de biens, parce que c'est la nouvelle, bannie et qu'on peut gagner 50 000 € en une journée avec, le marchand et cetera. Toi, tu es en train de te former, je crois, Sylvie Fall. Moi, je me forme. Ouais. Ouais, ouais, je me forme, avec la FMDB, Mmh. parce que je trouve, que c et me rends compte de tout ce que ça nécessite de savoir. C'est un métier, quoi. C'est comme si tu disais, heu, tu peux gagner, deviens chanteur, tu peux gagner 100 000 € en un concert. Oui, tu peux, mais tu peux aussi, passer, toute ta vie à essayer et à pas réussir et pour en tant que marchand, c'est un peu pareil. C'est qu'avant de trouver, avant de maîtriser ton truc, de te former, de comprendre, qu'est-ce qu'une bonne opération, de te protéger des risques et ça pour le coup, je pensais que c'était une activité très risquée. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de manières de se prévenir de ces risques et il faut vraiment pas laisser, ton émotionnel, prendre le devant parce que tu as l'impression de faire une super affaire. Tu oublies de mettre telle clause ou tu l'enlèves parce que tu te crois trop bon. Là, ça peut devenir très risqué. C'est sûr. Donc ouais, un truc qui est pas vrai, c'est que tu gagnes facilement de l'argent, en immobilier. Ça, c'est pas vrai. Je pense que ça a jamais été, fondamentalement vrai. Heu, Et les marchands de biens, ça doit ouais, ça doit vraiment être spécifique parce que tu as quand même toi une expérience de fou, sur du locatif, sur plein de choses et tu te formes pas donc je ah pense oui, que là, c'est et je suis loin d'être formé encore, hein. mmh. Ça demande plusieurs heures et c'est pas du e-learning en plus. C'est une formation où on rencontre des marchands, on fait des visites avec eux. C'est avec, Eric Veil, c'est ça? Ouais, avec Eric Weiss de FSDB et les frères Guivarch. Les frères Guivarch, d'ailleurs, je peux vous mettre en relation avec les bonnes personnes, pour cette partie-là aussi. Il y a, vraiment, on va avec eux en visite, quoi. Trop bien. Et je pense que tu apprends des trucs que tu apprendras jamais sur une vidéo et tout. Tu comprends. Ils rentrent, eux, ils ont vu une découpe que toi, tu n'aurais jamais vue, parce que c'est 10 ans de métier, quoi. Une astuce de vieux Riscard. C'est ça. Alors que sur le locatif, j'ai l'impression que ça se fait un peu plus à distance et tout, tu as moins besoin d'avoir la tête dedans, quoi. Ça marche, merci pour les conseils, anti bullshit. Merci. Et donc l'immobilier, tu es venu au projet du château. La jeunesse, tu pas forcément parti sur un château, je crois, tu cherchais une grande bâtisse, voilà, encore de fer. Comment tu as fait, comment le lien s'est fait en fait, la transition? Mais du coup, j'avais mis des filtres, par mètre carré. Je voulais mis 1000 m², Vitimov, HPV. Tu sur le bon coin, il y avait pas beaucoup d'annonces. J'avais pas beaucoup d'annonces. Ah, avec Martin, que je rencontre sur le podcast, en tant qu'invité, on match et on a très envie d'aller rénover un vieux bâtiment, quoi. On aime le patrimoine, on aime, cette aventure d'aller, concentrer son énergie sur un gros truc plutôt que de faire, 10 T3, en banlieue parisienne. Bah, viens, on va faire un grand projet à 1 million d'euros et c'est ça qu'on a commencé à chercher. En hôtel, on a vu que ça demandait beaucoup de personnel, on n'avait pas vraiment envie de rentrer là-dedans Tu veux c'est tiens. et le sujet du coup de l'événementiel, qui est aussi un métier à part entière, se gérait avec un peu moins d'équipe. Et ça demandait beaucoup de facteurs à respecter sur le bien, une distance aux voisins, une grande salle de réception, beaucoup de couchage aussi parce qu'on voulait que les gens puissent rester. Quand on a commencé à visiter, en fait, il y avait pas mal de châteaux dans la liste de ces bâtiments qui convenaient et en plus les châteaux, c'est un peu moins cher que ce qu'on pense, parce qu'il y a peu de monde qui veulent s'en occuper parce qu'en termes d'entretien, il y a beaucoup de boulot. Du coup, c'est rapidement venu, sur la liste et après il a fallu choisir un château qui tombe pas en ruine, un château où on savait maîtriser les coûts et voilà et aujourd'hui, on est sur une très belle bâtisse, avec des murs qui ont plus de 800 ans et qu'on rénove un peu de pièce par pièce.
Et finalement, quand j'entendais le nombre de couchage que tu as pour l'instant et qui peut être augmenté et tes problématiques sur les machines, tout ça, tu pas très loin de l'hôtel, je dirais fort. Ouais, je suis pas loin de l'hôtel. D'autant que là, on va installer des cabanes au bord de la rivière et ça va vraiment être, ouais, ça va être quasi hôtelier. Mais bon, on aura un hôtel et plus une activité d'événementiel. Vraiment, c'était plus son aussi qu'il tu as pris la barre encore plus haute. Ça marche et donc du coup, on rigolait sur, Le Bon Coin, le fait, qu'il y a pas trop ce genre d'annonce. Mais moi, je me pose la question, tu sources comment, en fait, ce genre de bien? On l'a bien trouvé sur Le Bon Coin, le château. Ah ouais? Ouais, dingue. On l'a C'est dingue. on l'a trouvé sur Le Bon Coin. Heu, Pourtant, ça faisait quand même, près d'un an qu'on sourçait. Donc on commençait à avoir des contacts d'agents et cetera. Et ce bien-là, c'est un bien qui revenait à la vente, qu'on n'avait pas identifié avant. Et la personne précédente n'avait pas eu son financement. Et là, il a fallu être assez réactif parce que je pense qu'il était bien positionné sur le prix. Et d'ailleurs, on avait quelqu'un en face qui faisait aussi une offre quand on a fait l'offre. Alors qu'il y a des châteaux qui sont là depuis 4 ans, 5 ans. Il y en a qu'on a visité à l'époque et on les voit, ils sont encore sur les annonces alors que c'était, les premières offres, on les a fait il y a plus de 2 ans, quoi. Et donc ça se fait sur le Bon Coin. Tu vois, j'aurais jamais dit que, de tel bien à tel, Ouais, c'est des plateformes habituelles, Le Bon Coin, Se Loger et en plus, il y a des agents spécialisés dans les châteaux, Ouais. comme, Antiquaire en immeuble, comme, ouais, comme il y a plusieurs noms et peut-être en plus il y a pas mal de choses sur les enchères et les biens publics, les ventes du domaine et cetera, où on peut aussi trouver des anciennes abbayes, des biens publics qui sont ceux qui sont ensuite revendus. Et justement, je me demandais quand tu achètes, est-ce qu'il y a des spécificités à l'achat? Tu vois, tu parles, ils sont mis aux enchères, mais à un moment, est-ce que finalement la mairie, notamment la commune, met pas tout de suite son droit de préemption, met pas des vétos pour justement préserver le patrimoine? Tu eu des choses comme ça rien que pour l'achat déjà ou pas? Pas chez nous, on n'a pas eu Non. ce problème-là. Maintenant, il faut quand même s'assurer. Le bâtiment qu'on a acheté, le domaine de Fontenay, il est à Fontenay-sur-Vègre, du coup, qui est à 15 minutes de Sablé-sur-Sarthe. Et c'est vrai que c'est un bâtiment majeur du village, mais aussi de la région. Et du coup, il faut capter un peu, les forces vives, et les tierces personnes, les tierces parties, à savoir la mairie, la région, le département, les monuments historiques, les ABF et cetera. C'est bon d'avoir quand même une petite idée de ce qu'ils veulent que ce bâtiment devienne. Vaut mieux travailler en concert que, en concert Exactement. c'est faire. Parce que tu as un peu deux méthodes différentes. C'est la première qui est un peu la méthode de bourrin où tu achètes, tu fermes les fenêtres, tu fais ton truc et tu espères que tout aille bien et puis si c'est pour juste y vivre toi et fermer le portail de toute façon, a priori tu arriveras pas à grand chose, même si c'est quand même pas autorisé. Et tu as l'autre manière de faire qui est où tu fais dans les règles et nous on a choisi ce chemin-là parce qu'en plus on a choisi de documenter sur les réseaux. Donc on cache rien, on fait tout dans les règles de l'art. Maintenant il faut, on peut pas tout respecter. Donc quand il y a des choses qui sont parce qu'en fait, j'allais dire faibles et Précieux de rentabilité et quand les pompiers ils veulent A, que les ABF ils veulent B, que les archives monuments historiques ils veulent C, que le bureau d'études il te dit D et qu'en fait, bah, toi tu veux E parce que tu as pas l'argent pour faire toutes les 4 précédentes et bah, il faut trouver un point d'équilibre où certaines personnes font des concessions et ensuite on attaque, des travaux sur ces éléments-là. donc pas trop de problématiques, on va dire, à l'achat, mais plutôt après dans l'exploitation, de monter. Sur les travaux principalement. Mais je crois que, tu me couvres aussi si je dis une bêtise, mais de mémoire, c'est ça aussi qui a fait que vous aviez fait une offre plus basse et c'est un peu le projet du coup qui vous a fait réussir aussi à. Oui, ils étaient contents que le projet reste ouvert, que les portes du château, soient de nouveau ouvertes. Je pense que ça a participé aussi au fait que, du coup, aujourd'hui, on a la famille qui nous a vendu. On a quand même acheté une famille qui était propriétaire depuis 400 ans et les enfants de la famille, Il doit y avoir trop d'émotions, lors de la passation, ça devait être, fou. il y avait beaucoup d'émotions et c'est là que, bah, même dans n'importe quelle négociation, quand tu fais des achats à plusieurs centaines de milliers d'euros, il n'y a pas que le prix qui compte, tout ce qui va autour est important. Et donc ça les a touchés. Aujourd'hui, on reçoit encore les petits-enfants, la comtesse, qui habite encore à côté, à qui on a racheté et c'est très chouette, quoi. C'est un grand projet collectif et on se sent très dans l'inclusion de toute la région, de la tradition et cetera. Ouais, c'est chouette, vous les avez respectés et que vous le ramenez en quoi que ce soit. Voilà. On a essayé autant qu'on pouvait pendant la vente. On a eu quand même des décalages
qu'on a pris plus de temps à trouver le financement. On a failli se fâcher avec eux, hein. On s'est fâché avec eux même pendant la vente. Avec les vendeurs? D'ailleurs, des vendeurs, oui. D'accord. Parce que, voilà, on donnait tout ce qu'on pouvait, mais on y arrivait on n'a pas réussi à le faire dans les délais prévus initialement. Et après comme ça s'est bien déroulé, qu'on a trouvé la somme, qu'on a avancé, en bonne intelligence, on a fini par, retisser les liens. Ouais, parce qu'il peut se comprendre, quand tu es vendeur, tu as l'impression que ça va capoter, bon, le stress qu'ils Ils ont. avaient déjà capoté une fois en plus. Ouais. Quand on passait derrière, 3 ou 4 mois où ils avaient pas avancé, quoi. Et donc du coup, si tu veux bien, on peut revenir ça sur le financement, ça m'intéresse, tu étais passé par une banque ou tu avais fait direct crowdfunding? On a toujours su qu'il nous fallait une bonne partie en apport pour convaincre les banques. Ouais. Du coup, on a commencé par chercher des investisseurs qu'on a fait rentrer au capital. Et là, du coup, il y a 33 investisseurs qui sont rentrés, à qui on a cédé 22 du capital. Donc on a fait une augmentation de capital, on a valorisé la boîte après avoir signé le compromis et cetera et avoir mis un plan d'exploitation dessus et ça fait partie donc dans ces personnes, il y a des invités du podcast, plein de podcasteurs, les investisseurs sereins, Trop bien. Thomas d'Investir Simple, et les Gentlemen Investisseurs. Autant? Déjà? Ouais, Ah, trop bien. Bruno Maltor, influenceur voyage, donc on a essayé de mettre pas mal de monde aussi qui puisse nous aider. Axel Félo qui organise des séminaires, pour des boîtes et toutes ces personnes-là, du coup, elles peuvent aussi aujourd'hui nous aider, à exploiter, c'est très chouette et nous permettait d'avoir à peu près un tiers, 25 d'apport, 30. Du coup, on a levé 551 000 € comme ça. Mmh. Et via un post LinkedIn et une petite soirée qu'on a organisée, vraiment une soirée à Paris et avec les bons codes des réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on avait un super réseau, parce que machin. Un peu le réseau podcast peut-être, beaucoup la manière dont on a rédigé et on a une compétence, clé avec Martin, c'est qu'on sait bien rédiger des storytelling, des posts, et raconter en effet des histoires et du coup ça a été la première étape et ensuite on est allé voir des banques, on s'est pris beaucoup de refus pour au final, prendre une acceptation. Très content, on était hyper heureux et tout, qui nous a été refusé au dernier moment. Donc au dernier moment, le prêt qu'on avait signé avec assurance, à la folie et cetera, nous était enlevé. Là, tu as besoin d'être agile dans cette boîte. Et l'agilité, elle nous a été offerte par Brix, qui est une plateforme de crowdfunding. Et là, on a relevé. Il nous restait 3 semaines pour lever avant la date finale. Les vendeurs avaient qui décalarait plus d'une même de 24 heures. Donc, c'était qui tout double. On avait fait sauter les clauses suspensives. Donc, on jouait quasiment 100 000 € sur cette histoire. Et quasiment un an de travail qu'on avait mis là-dedans. Et au final, quand tu es dos au mur, tu finis par trouver des solutions. Et là, ça a été un crowdfunding qui s'est fait en 3 jours. On a levé 690 000 € avec 2024 personnes, je crois. Bravo, top. Et tu dis c'est Brix qui est venu à toi ou pourquoi, c'est vous qui avez sélectionné et qui avez été vers Brix en fait? Pourquoi Brix plutôt qu'une autre, On a sélectionné, on a échangé avec plusieurs plateformes. D'accord. C'est eux qui nous ont semblé les plus attractifs, les plus flexibles aussi, parce qu'on avait un délai qui était très serré. D'accord. Et finalement, ils étudient ton projet comme une banque peut le faire, parce qu'ils n'acceptent pas tous les projets, mais en fait, ils prennent moins de temps. Tu discutes avec eux sur WhatsApp. D'accord, ouais, c'est si tu viens pas avec ton CV, à la télécommande. En rendez-vous à ta banque, le premier rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Après, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de réponse pendant 2 semaines encore et donc ça fait 1 mois et tu toujours rien fait. Ouais, C'est pas ça, quoi. ça rentre. Et du coup, donc tu poses le projet sur Brix. Après, ça marche comment? Alors, comment tu te dis, j'ai du mal à visualiser comment tu cernes la contrepartie que tu vas donner à tes investisseurs, tout ça? Puisque tu fais tes propres choix ou pas là-dessus finalement? La plateforme va te recommander un taux d'intérêt. Ils nous recommandaient, 9 je crois à l'époque. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 10 je pense sur la plupart des projets. 10% directement pour les investisseurs? Ouais. Ah, c'est un bel invest. Ouais, c'est un bel investissement fait par an du coup, sur la durée de ton contrat. Donc nous, on avait décidé de faire un contrat de 5 ans. Donc dans 5 ans, on doit leur rendre l'argent et on a fixé 7. Le risque, c'est que plus tu mets un taux bas, moins tu as de chances de financer rapidement. Donc on a mis 7 parce que pareil, on a raconté, on a inclus les gens. On leur a aussi offert pour ceux qui investissaient les plus grosses sommes, une soirée de lancement, des petits avantages au château et grâce à tout ça, on a réussi à faire venir assez de monde et intéresser assez de monde sur ce projet.
C'est-à-dire que dans votre première re augmentation de capital, quelque part, c'était de la love money, des contacts, vous aviez déjà brassé tout ce cercle-là. Que le 2e, c'était plus des gens éloignés, donc il fallait quand même les attirer un petit peu. Ouais. Mais à la fois très smart d'avoir remis de l'humain en plus du financier, quoi. Cette stratégie, elle est intéressante aussi parce que les investisseurs, du premier tour, ils deviennent ambassadeurs aussi et ils ont aussi une communauté, donc ils peuvent aussi communiquer auprès de leur communauté et tu crées un effet cumulatif qui est intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres personnes avant nous qui avaient fait ce micmac, mais honnêtement, Si vous écoutez cet épisode et que c'est le cas, n'hésitez pas à ouais, témoigner dans les commentaires. c'est clair et c'est à reproduire parce que ça permet aujourd'hui de rénover un château qui, je pense, aujourd'hui, il serait pas rénové comme il l'est aujourd'hui, les portes, elles seraient pas ouvertes et si ça peut permettre à d'autres entrepreneurs, d'autres, investisseurs de sauver le patrimoine français, bah, nous, on serait les plus heureux du monde, quoi. Trop bien, ouais. C'est une belle aventure et qui avance, bien et vite et qui a encore plein de bonnes choses, donc franchement, top. J'aimerais que ça avance plus vite tout le temps, mais en tout cas, ça avance. On est en mouvement. Ça marche, donc tu as l'argent, tu as des sous-sous, tu prends les clés, tu ouvres. C'est quoi les premières étapes, tu arrives dans un chantier aussi, ubuesque et ouais, monumental, j'ai envie de dire. Ouais, tu prends un petit coup de chaud. Après un petit coup de chaud, on arrive en janvier, il pleut dans la Sarthe, il a fait tout le temps beau. On a visité 25 fois avant d'acheter, il a toujours fait beau. Un microclimat dans, Et là, le premier jour, on arrive, on a les clés, il y a la grosse pluie qui tombe sur nos têtes, avec partant. On commence à voir les petites fuites, les machins, les trucs qu'on n'avait pas vus avant. On se dit: «Ah là là, ça va être compliqué» et on avait démarré, la recherche d'artisans, mais tant qu'on n'avait pas les clés et qu'on n'était pas sûr, on ne pouvait pas non plus, engager trop d'énergie là-dedans. Du coup, là, vraiment, c'est trouvons les meilleurs partenaires travaux pour nous aider à rénover le premier bâtiment. Il y a 3 bâtiments principaux et on voulait rénover, du coup, le pavillon en premier, qui me permettait d'ouvrir 36 couchages et c'est ça, du coup, qu'on a fait. On a cherché dans les entreprises. et pour les artisans, du coup, c'était artisan avec, compétences classiques ou par rapport au château, tu devais avoir vraiment des vrais enfin, des compétences plus spécifiques, on va dire? C'est le seul bâtiment qui est du domaine qui est pas inscrit au monument historique. Tu es quand même à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique, parce que du coup, bah, tu es sur le même terrain. Donc tu as les contraintes des ABF, des archis des bâtiments de France. Mais tu peux, prendre un peu n'importe qui en termes d'artisans. Donc là, on a fait, dans nos recherches, on a fait un mix d'artisans du coin, qu'on avait envie de privilégier, d'artisans avec qui on avait déjà, travaillé, très bien, voilà et mais qui venaient de plus loin. Et d'artisans qui datent d'encore plus loin pour réduire les coûts, notamment on a failli travailler avec une équipe de Moldave qui se venait s'installer, sur place pour faire les travaux. Fin de compte, on a fini par, choisir, de payer un peu plus cher, mais de prendre des gens du coin. Heu, c'est pas toujours bien passé, mais voilà, on a fait la majorité du travail avec eux. Et ouais, parce que alors du coup, en fait, d'un bâtiment à l'autre, tu es pas classé, tu as pas, comme, sur le PLU quand tu as un quêteur ou quoi que ce soit, tu as un périmètre monument historique. Là, c'est pas le cas du coup, c'est le Non, c'est vraiment par bâtiment, mais même sur le bâtiment, tu peux avoir une pièce qui est inscrite et pas l'autre. d'accord. Nous, on est inscrits à l'intérieur et à l'extérieur. La cour est inscrite, mais le chemin à côté l'est pas et en fait, tu as des gens qui sont inscrits que à l'intérieur, que à l'extérieur. C'est quoi? C'est par rapport à des éléments distinctifs de l'époque, des Ouais, choses comme ça, c'est ça? En fait, tu peux avoir juste si ta façade nord, par exemple, il y a des super, moulures qui ont été faites et cetera. Ils vont te l'inscrire pour que tu aies pas le droit d'y toucher. Si tu y touches, il faille justement que tu fasses, intervenir des artisans très spécifiques et si ta façade sud, elle est plus simple, il y a pas de gros problèmes, bah, elle peut ne pas être inscrite et du coup, là, tu peux faire un peu plus ce que tu veux, quoi. ouais, c'est fou qu'ils je savais pas qu'ils dissocieraient ça, pièce par pièce, Ouais, c'est vrai que si tu une belle fraise de Michel-Ange, pas sur map, sans privé, mais Souvent, tu es inscrit soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit les 2. Mais je crois que ça peut être plus précis que ça encore, ouais. Typiquement, là, on n'a pas tous les bâtiments qui sont inscrits, quoi. d'accord. Ça marche et donc du coup, bah, donc tu as actionné les logements et tout, c'est quoi aujourd'hui les business et les sources de revenus que tu, développes, sur le château? On a 7 premiers bâtiments, donc on a beaucoup de couchages aujourd'hui. On a Donc en quoi? En saisonnier, courte durée, je Ouais, suppose, de 30 nuitées, c'est ça. d'accord. Avec une cinquantaine de couchages, on arrive du coup à faire, parce qu'on a 15 au château et 36 au pavillon quand sortira cet épisode. On est encore sur des autorisations, entre 15 et 36, mais bon ça, c'est en train de passer. Et là, on a beaucoup travaillé des éléments extérieurs qui étaient vraiment des éléments signature du château. On avait une magnifique rivière,
On a fait, on a avec une cascade et un petit ponton, et cetera. Donc on peut s'y baigner, faire du kayak, faire du paddle, et cetera. Donc je crois qu'on a bien travaillé cette partie-là pour avoir ce côté, nature, bien-être qui est vraiment chouette. On a mis des animaux, on a mis des poules, des moutons, des chèvres, et cetera pour, vraiment ce côté, nature, Là, je me rappelle plus les noms, mais Croquis et Louis et Louvain. Exactement, trop sympa. Et qu'on a adopté, qui avait déjà ce prénom-là et on les a gardés. pas sur la broche, les Iscars. Eux, promis, ils finissent pas sur la broche. Ils sont là pour retourner la pelouse. Et ensuite, on a rénové le château un peu nous-mêmes, ce qu'on pouvait. Donc, il fallait le meubler. Dans le château, il y a 500 mètres carrés, donc ça a été des meubles de seconde main à trouver, parce qu'il nous a été vendu sans aucun meuble. D'accord. Pendant que les artisans travaillaient sur le pavillon. Et à partir de ça, ça nous permet de faire des très belles fêtes, famille, petits mariages, et cetera, le week-end. Et en semaine, on fait des séminaires. Donc là, c'est venir, avec son équipe, pour, travailler, profiter, faire la fête, se détendre Et on déconnectait tout ça. exactement. Et là, on travaille, une offre, franchement, tous ceux qui sont venus ont passé un moment exceptionnel et on est en train de travailler sur le marketing de cette offre séminaire. Parce que les week-ends avec Airbnb, ça se book très vite, même avec Instagram. Ouais, j'allais dire, tu as réussi à compartimenter pour pas que ça, se cannibalise les 2 du coup, Globalement, c'est séminaire en semaine, mariage le week-end. Ah oui, d'accord. Du coup, ça se fait assez bien. Celui qui fait séminaire le week-end, il va me dire comme patron. Oui, il y en a qui prennent le samedi aussi. Et ça arrive. Donc ouais, l'alternance des 2 est bien. Moi, à terme, j'adorerais, qu'on soit, un des plus beaux, lieux de séminaire de France. C'est peut-être la partie qui m'excite le plus, en me disant, belle expérience pour des employés d'entreprise, et cetera. Je trouve ça très, très chouette à construire et c'est le focus qu'on va donner, là pour que l'expérience elle devienne incroyable, quoi. Donc là, si je suis une entreprise, intéressée, par le sujet, est-ce que je peux réserver sur ton site ou quelque part déjà? Ouais, domainedefontenay.com Super. ou sur Instagram, Château Story. C'est la page où on raconte un peu toutes nos aventures. Et mariage, tu as commencé, tu en as déjà eu ou pas du coup? On n'a toujours pas fait de mariage. D'accord. On a commencé à en vendre pour, 2026. Plutôt des petits, mon téléphone qui vient de tomber. Plutôt des petits, mariages avec des gens qui acceptent de se projeter un peu parce que la salle de réception, il y a pas encore de sol. Ouais, des imaginatifs. Ouais, mais en extérieur, c'est déjà très, très beau, et voilà, avec une belle tonnelle et tous les couchages et le bruit de la rivière à côté, et cetera. On a déjà, un très beau potentiel pour faire des petits mariages, moi je dis petits mariages, c'est jusqu'à 150 personnes, quoi. Ah oui, je pense à toi, j'ai ma petite sœur qui projette de se marier. Bon, malheureusement, elle est trop dans le nord, pour aller jusqu'à la Sarthe, mais elle prévoit, 2027 et c'est déjà hyper compliqué de trouver. Mais c'est C'est des vendus, hein, c'est vraiment ouais, c'est un marché qui est en axe. En plus, souvent tu as des lieux sympas, mais c'est souvent aussi lié à tu es obligé de prendre le traiteur, enfin, tu pas beaucoup de lieux où tu peux faire plus à la carte comme tu veux, que ça soit en termes de budget ou aussi, d'envie et ouais, je me dis, effectivement, ça, c'est un vrai axe business, je pense, ouais, c'est un très bel axe business. C'est aussi une activité qui est très, engageante, hein, pour, en tant que propriétaire d'un domaine. On s'engage à faire passer, le plus beau jour de leur vie à un couple et toute leur famille. Donc il y a des exigences qui sont là. C'est pour ça que quand j'étais pas encore dans ce milieu-là, je me disais: «Ah, ils abusent, dès qu'on parle de mariage, et les prix ils doublent, ils triplent, alors que les prestations sont les mêmes» et je commence à comprendre un peu ce marché et le fait que en fait, tu vends une prestation qui est peut-être fondamentalement pas très différente pour un mariage et en fait, tu vends le 100 de chance que ça arrive. Si tu as fait ton anniversaire et que ton traiteur, il se pointe pas ou qu'il y a un truc qui est bof ou mmh. qu'il y a un truc qui a changé par rapport à la carte. Toi, tu feras un traiteur pour mes 30 ans. Le mec, il m'avait dit que c'était des cuisses de poulet, et il me met du gigot d'agneau à la place. Je lui dis: «Bon, c'est dommage, c'est pas ce que j'avais commandé, mais tout le monde va manger et puis ça sera bien». Pour un mariage, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Pour la gestion sur la pluie, sur le bruit, sur les équipements, le machin, tout doit être parfait et c'est ça que tu payes, en fait. C'est vraiment c'est la Formule 1 du business, quoi. Ouais, tu raison, le fait d'avoir aussi un packaging, de savoir à qui tu travailles, qu'il y aura pas de pépins, c'est le prix de la sérénité, Exactement, parce que tu peux en fait, moi, je peux te laisser, au domaine et d'ailleurs, on essaye de le faire, hein. Pour le moment, on n'a pas imposé le traiteur, D'accord. mais je sais que quand il y a un traiteur qui vient au château et qui vient pour la première fois,
c'est toujours, Cette appréhension. c'est toujours une appréhension et où est-ce que je vais mettre mon camion? Et en fait, moi, mes chariots, ils font 1,20 m, donc ils passent pas les portes, alors que ceux de l'ancien traiteur, ils faisaient 1 m et ils passaient les portes. Et quand tu dois passer, 200 plats, entrée, plat, fromage, dessert, donc ça fait 800 plats à passer et que tu peux pas utiliser ton chariot. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qu'on a du mal à anticiper. Ouais, bien sûr. Donc on apprend un tout nouveau métier, quoi. On passe pas les plats, mais on apprend à faire travailler toutes ces personnes ensemble. Donc un peu wait and see sur les mariages finalement. Ouais, on les fait, hein, on les fait, et moi j'aimerais beaucoup, ouais, pour les séminaires, qu'on soit focus séminaire un jour, Intéressant. c'est vrai, je pense que enfin, j'ai toujours dit qu'il fallait se nicher, sur mon podcast, si vous écoutez, enfin, j'essaye de quand vous faites un projet immobilier, essayez de savoir exactement qui est votre persona qui va vous louer votre bien. Moi, dans l'optique, je préfère avoir une belle équipe de 30 à 50 personnes. Le mariage, on est équipé pour. Mais voilà, à choisir, je focus CDR. Et tu avais laissé entendre dans un de tes épisodes aussi un truc que je trouvais hyper smart, c'est le truc, un peu clientèle étrangère qui vit un instant, French touch, onologie, le pain et cetera. Ça en est où ça du coup, Écoute, on l'a beaucoup poussé, mais on a eu du mal à le vendre. D'accord. On a eu du mal à le On vendre. était en place. Ouais, ouais, c'était tout en place avec les prestats qui étaient choisis et cetera, mais nous, on voulait, pouvoir gérer toute la logistique, l'expérience et que ça soit des influenceurs, notamment, des influenceurs qui parlent de la French touch, de l'héritage français et cetera, qui vendent ces places-là. Donc on avait des influenceurs américains ou franco-américains aussi, avec qui on s'associait et cette partie commercialisation sur laquelle on n'avait pas la main, on a eu un peu plus de mal à la gérer. Donc c'est un projet qui est encore dans les tuyaux, mais qui a pas été, 100 mis en place. OK. Moi je trouve ça doit être vraiment, enfin moi ça m'a attisé, ça doit être vraiment, très sympa. Bah, sous une autre forme, on a fait le banquet gaulois quand même, 230 personnes, le week-end dernier Ouais. et bon, c'était le goût des Français. Bon, moi, on pas encore cette ville des New-Yorkais américaines et on n'a pas encore eu les Américains. Ça va venir, j'y crois. Ça marche, bah, écoute, moi c'est très clair sur le château. Je voulais aussi revenir un petit peu sur le podcast. Ouais. Que les épisodes, je te dis, tu me teases sur plein de choses. J'avais entendu aussi une espèce de mini-série justement avec, Rick Weiss et ton ancien apprenti. Ça en est où le prochain épisode? On est encore dans l'actu. Et écoute, moi, j'ai décidé aujourd'hui, ma première comme source de revenus, c'est le podcast et les sponsors, et cetera. Et j'ai beaucoup de demandes de marques qui veulent sponsoriser le podcast. Et il s'avère que, en fait, je préfère bosser avec moins de marques sur des trucs plus marquants, des épisodes plus poussés, et cetera. Et quand j'ai travaillé avec Théo, qui était mon alternant au château, on s'est super bien entendu. Il y a eu un fit humain, sur le boulot. Tout était pas parfait, mais il y avait une niaque d'apprendre qui était incroyable et je me suis dit: «J'ai envie de bosser plus longtemps que ça avec Théo». Du coup, on a imaginé avec, Eric, un concept où on pouvait, aller en fait, former Théo au marchand, que moi je me formais par la même occasion. Trop bien. Eric prenait en charge la formation de Théo, qui est une formation à 15 000 € mais qui est hyper poussée et après, ouais, je m'associais avec Théo, du coup, il avait besoin de formation et de fonds. Moi, les fonds, je suis en mesure de les trouver. La formation, j'ai pu lui mettre à disposition et du coup, on s'associe avec Martin et Théo, pour faire, des OP de marchands et l'objectif est de documenter, la FMDB, on va présenter comment un jeune de 22-23 ans peut en un an devenir faire sa première opération. Donc voilà, c'est pas comme dans les pubs où on dit que ça prend, 2 jours. Non, ça va être sur un an et on s'est donné pour objectif qu'avant, mai 2026, on ait fait notre première OP avec Théo. Donc ouais, canon parce qu'en fait, premièrement, moi je trouve que c'est hyper altruiste, bah, de ta part et Eric, de lui offrir ça, c'est top et je trouve en fait c'est vraiment un beau sujet de renouveau du podcast. Tu parlais pendant un temps que tu voulais recréer une dynamique et tout et effectivement je trouve que c'est sympa de faire une mini-série, dans le podcast, sur une thématique bien particulière, ce qui t'empêche pas de faire d'autres épisodes, en gardant la ligne éditoriale à côté quoi, mais Complètement, ça a été beaucoup de changements qui m'ont poussé du coup à faire une petite pause, en été. D'habitude l'été, je fais jamais aucune pause. Là, j'ai fait une belle pause dans les épisodes. Ça fait 5 ans que j'avais pas fait ça et là, ça reprend, de plus belle, sur le mois de septembre avec beaucoup d'épisodes qui ont été enregistrés mais qui n'étaient pas sortis, notamment des épisodes marchands et Théo, bah, je suis trop content qu'on puisse lui offrir ça. Faut pas non plus, enfin, c'est pas 100 altruiste, c'est qu'on sait, ce que ça peut apporter au podcast, ce que ça va lui apporter à lui, mmh, ce que ça peut apporter à la FMDB
et j'ai vraiment l'impression que c'est un grand projet où tout le monde s'y retrouve. Moi, j'adore créer ce truc-là, mettre en relation pour faire des belles choses comme ça, quoi. Un bon combo gagnant. Ouais, j'y crois. Ça roule. Voilà une petite question un peu peut-être, curiosité. Mais, est-ce que tu as un épisode de podcast un peu sleeper, qui a pas trop bien fonctionné, mais tu penses qu'il aurait été plus, en tout cas tu es fier? Mmh, un épisode dont je suis fier, sur quel, qui faisait en fait, qui aurait pas trop marché, tu Ouais, en termes de nombre d'écoutes ou voilà, qu'il n'aurait pas eu l'aura qu'il mérite, selon toi? On sait qu'il y a des épisodes, parfois on bosse beaucoup, voilà, on se dit: «Ça va cartonner», puis finalement pas tant que ça. Bref, ouais, des décalages entre ce que tu produis, ce que tu crois et puis finalement ce qu'attend l'audience. Moi, il y a un épisode que j'ai adoré avec Maxime Waflard, qui a eu aussi un podcast, qui fait du marchand de biens, qui fait de la gestion locative, qui fait de l'invest, et j'ai trouvé trop bien parce que déjà, il a démarré l'immobilier avant 18 ans. Ouais. Il a, sur des su moi, j'ai démarré parce que, tu vois, j'avais pas eu cette formation-là. Je sentais que les gens dans ma famille, ils en avaient besoin et j'avais envie de pouvoir leur offrir aussi ça, leur permettre de monter en compétence sur cet immobilier. Parce qu'ils étaient il y en avait beaucoup. Mon père est portugais, ma mère polonaise, donc j'ai pas mal de gens qui sont dans le bâtiment et ils ont de l'or dans les mains et ils ont pas forcément les bonnes méthodes pour la fiscalité, pour les trucs. Donc ça a été une raison, et lui, c'était sa mère qui était malade, et il avait envie de reprendre un peu la main et de se dire: «Je vais gagner de l'argent rapidement pour pouvoir aider». Donc il m'a touché dans les raisons pour lesquelles il a fait de l'immobilier, et après il est allé très, très vite parce qu'il a fait tous ses métiers dans l'immobilier. Il a ouvert 2 agences IMO, alors qu'aujourd'hui, je vais te dire de bêtises, mais il doit avoir 22 ans, quoi. Et Et vrai, une vraie success story, ouais, vraie success story, touche à tout, et encore beaucoup sous le pied, je pense. Avec une hygiène de vie nickel, tu vois? Pour faire ça aussi vite, tu bois 2 litres d'eau par jour, tu dors 8 heures, tu machin, et ça, il a peut-être, de haut niveau dans l'immobilier. exactement. Je vais aller rattraper les stats, de l'épisode avec Eric. Ouais, ah, trop bien, j'étais devrais se dire, il est quitté à fond. Ça marche, bah, écoute, moi je te propose, pour finir l'interview, de faire un petit jeu, OK. fun facts, on va dire, question un peu plus, détente. Je commence. Est-ce que tu es plutôt matin, productif ou nuit créative? Nuit créative. Tu me dis que tu bien faire la fête, donc c'est cohérent. Fais gaffe, je contrôle là, il y a le détecteur de l'âge qui est branché. Il y a aucun problème le matin, j'ai un peu la tête dans le Est-ce que le dernier contenu qui t'a retourné la tête, ça peut être un bouquin, une chaîne YouTube, le dernier, contenu qui m'a retourné la tête, je pense que c'est le grand webinaire d'Alex Hormozy, et son livre, Le modèle à 100 millions, d'accord. qu'il a vendu pour 100 millions de dollars de livres aussi, lors de son webinaire. Je crois qu'il fait le deuxième meilleur démarrage de livres après le Harry Potter, sur un livre de business. Ce Malzaref, tu vois, je connais pas du tout Mortan. Et bah, il est posé là-bas, avec les petites choses. Quand il le lire, il a fait genre: «Stop de le dire», et franchement, il m'a vraiment retourné la tête. Ça marche, je note. Ton lieu secret à Paris où tu aimes bosser ou te ressourcer? Hem, Bah, alors la péniche pour me ressourcer, où je suis actuellement. Ouais, c'est magnifique, super calme. J'aime bien bosser au Hoxton. En fait, je trouve ça trop chouette de pouvoir, vivre des expériences de luxe à Paris pour vraiment pas cher. Tu pas obligé de prendre une, chambre ou machin. Le Hoxton, c'est quoi? C'est un hôtel? Le Hoxton, c'est un hôtel et tu te poses dans leur lobby, ils ont une magnifique terrasse et cetera. Tu prends un cappuccino à 6 € et tu peux passer l'après-midi là-bas avec ton ordinateur, quoi. Et donc j'aime beaucoup faire ça d'ailleurs dans plein d'hôtels et de palaces parisiens. Est-ce que j'en ai un d'autre, à conseiller à Paris? Oui, pour le coup, pour faire des rendez-vous, c'est pas toujours, l'idéal. Tu peux aller chez Blanche qui est une salle de sport hyper trendy, qui coûte, 3 000 balles à l'année, et en fait, ils ont aussi un café et cetera, et tu peux te poser, te mettre dans des limite des petites salles, fermées avec des rideaux, et pareil, tu peux prendre une badoie et un café, quoi. Faut un super hack. Un peu. Ça reste, il va être débordé. Moi, je suis très hack. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais dû la donner, la de ouais, là, sur un petit coin sur les amis, non. OK, alors, en t'écoutant, je crois que tu pas trop dépensier, pas trop matérialiste. Néanmoins, si demain je te donne un petit billet de 10 K,
tu veux le dépenser, tu peux pas le mettre dans de l'invest ou le mettre de côté, ça serait quoi peut-être ton petit craquage? J'ai longtemps été, pas dépensier justement, voire très économe Mmh. et je crois que j'ai appris à dépenser, cette année. Dépenser pour mon confort de vie, tu vois? Ici, je suis pas propriétaire de cette péniche, je loue, mais c'est quand même un beau billet. Après, j'arrive à la rentabiliser en la sous-louant et tout, tu vois? J'essaye toujours de Le renard aussi sur place, le renard, en fait, en face, c'est mon animal totem, le renard et écoute, si j'avais 10 K, tu pas le droit d'invest, je m'achèterais peut-être une très belle montre. Je m'achèterais peut-être une très belle quel montre. modèle? Attention là, tu es sous pression. Une belle Omega, je pourrais m'acheter une belle Omega, par exemple, et parce que alors, tu vois, j'arrive pas à sortir parce qu'en fait, je sais que je perds pas d'argent non plus en faisant ça. J'aurais du mal à te dire que je le mettrais dans un vol en business, Mmh. pour aller à New York, tu vois? Parce que j'ai quand même ce truc où j'aime bien créer des actifs et cetera. Mais je crois que tu peux avoir une belle montre au poignet, et ça, c'est un truc qui, ouais, j'aurais détesté, à l'époque. J'aurais même pas réussi à avoir un truc comme ça au poignet à l'époque et aujourd'hui, j'accepte un petit peu mieux, ce genre de choses. On en a même pas, mais moi je sais que j'aime bien les montres, c'est le côté objet d'art, l'histoire qu'il y a derrière. Potentiellement, le jour où tu as des enfants, de la famille, tu peux transmettre aussi. Bon, tu as quand même pas mal de paliers sur les de points sur lesquels tu peux te rattraper. C'est ça, c'est invest par invest, quoi. Tu as interviewé énormément de personnes déjà, beaucoup d'épisodes, mais est-ce que tu as encore demain une épisode personne pardon, que tu rêverais d'interviewer, que tu as pas encore réussi à voir et que tu aimerais bien décrocher? Ouais, j'aimerais beaucoup avoir Stéphane Bern, pour le côté patrimoine, il m'a scotché sur des contenus où lui aussi il rénove. En fait, je trouve qu'il est skin in the game. Il fait aussi, il fait pas que parler. Donc lui aussi, il a fait l'acquisition d'un immense bâtiment qui rénove et d'ailleurs, il a cette démarche de rénover sans utiliser les subventions et cetera. Chose qu'on fait aussi. C'est lui qui a lancé le loto, je crois, du patrimoine. Le réseau du patrimoine, la fondation Stéphane Bern, la fondation Mérivé, je sais pas si c'est lui aussi. Donc il fait beaucoup de choses. Je trouve qu'il incite beaucoup de gens aussi à se lancer, à comprendre et cetera et j'adorerais l'avoir, sur le Tu as essayé de solliciter, non? Tu as fait des demandes? j'avais fait au moment du crowdfunding et du château et cetera. J'ai jamais eu de retour. Après, c'est normal, hein, à ce niveau de notoriété, j'ai été obligé de filtrer. Mais, voilà, il est pas dit qu'un jour on se croise pas et qu'on arrive à organiser ça. Alors retente et Stéphane, si tu nous entends en tout cas, il faut parce que Jérémy, fait des trucs super sur son château. Toi, tu adores les châteaux, non? Let's go! On va y arriver. Encore 2 petites questions. Le plat qui te met instantanément de bonne humeur? Et moi, c'est la raclette. Ouais. Ouais, c'est la raclette, en été et je vais me faire des raclettes et j'en fais, en été avec les copains, j'ai un groupe de copains un peu fous. On est des grands fans de fromage et de vin donc tous les ans, on va se faire une ou 2 régions, qu'on va visiter et le thème, c'est vin et fromage et j'adore ce côté convivial de la raclette, en plus d'adorer une fromage, fondue. Je Ce côté convivial, le truc où chacun fait son petit machin à chaque fois, ça part en je trouve que ça ouais, moi j'aime beaucoup ce côté du partage. Ça marche et le dernier, c'est, avant d'enregistrer un épisode, est-ce que tu as un petit rituel ou petite superstition? Ah, mon petit rituel, c'est de vérifier que mes cartes SD, elles fonctionnent bien parce qu'en 190 épisodes, je suis passé par, 3 ou 4, problèmes techniques et ça me fend le cœur de devoir rappeler un invité, qui s'est déplacé, qui a donné son qui a vraiment en général, j'arrive toujours à leur faire passer un bon moment et du coup, ils m'en veulent pas Mmh. et c'est quand même terrible de se dire, que tu as engagé cette énergie et cetera. Donc non, le petit rituel, c'est de bien vérifier le matos, et d'avoir le bon matos pour pas faire de gap comme ça. Je pense que ça nous arrive vraiment tous une fois sur, la vidéo, sur l'audio pour rien prendre et après, faire des rituels. On croise les doigts sur celle-ci. Si vous écoutez, c'est que normalement tout s'est bien passé. Écoute, j'ai fini. Merci beaucoup Jérém. Moi, je trouve ça sympa. Ça permet aussi de découvrir sous un autre angle, qui tu es. Parce que finalement, tu ne connais pas tous, mais on suit beaucoup, à travers tes épisodes, ton aventure. Donc c'est chouette aussi, Et bravo à toi. Bravo à toi parce que ouais, super à l'aise, super, question, merci. et bah, franchement, j'ai hâte de voir tes écoutes décoller et que ça aide, des vraies opportunités, que ça t'ouvre des vraies opportunités. C'est vraiment l'objectif. J'espère. Abonnez-vous tous, mettez la cloche. D'ici là, Et 5 ciao. ciao. Ciao.
Pas 4, 5. 5. Ciao. Ciao.